Alors le vin rouge aujourd'hui, son défaut principal, et c'est un défaut qu'on rencontre dans tous les vins, quel que soit leur cépage, quelles que soient leurs origines sur la planète, c'est un défaut qui est lié à une altération microbiologique par Brettanomyces. Un défaut très courant, très commun, que l'on a identifié à une certaine époque comme un caractère de terroir, et ça a été une grave erreur, et j'ai effectivement contribué à l'identification de la source du problème et à sa solution. Vous savez, le vin, c'est un produit qui est vivant, hein. Donc il est soumis tout au long de son élaboration, depuis le raisin jusqu'à la bouteille et ensuite son vieillissement en bouteille, à beaucoup d'évolutions. Certaines évolutions sont purement physico-chimiques et se dérouleront quoi qu'il advienne. Et il y en a d'autres qui sont sous le contrôle de développement de micro-organismes. Alors la première étape de l'élaboration du vin, c'est la transformation du raisin en vin par la fermentation alcoolique grâce à des micro-organismes qui sont des champignons microscopiques, qui sont des levures, hein, qui transforment le sucre en alcool. Voilà, ça c'est la première étape de l'évolution. La deuxième étape, souvent, en tout cas quasi systématiquement dans les rouges, c'est la transformation de l'acide malique en acide lactique, cette fois par l'intervenant de bactéries lactiques qu'on retrouve dans les yogourts ou dans les fromages fermentés. Ce sont le même type de micro-organismes. Et ces deux étapes sont des étapes de stabilisation naturelle du vin. On a éliminé les sucres, on a éliminé les acides instables, et donc le vin devient relativement stable, si tant est qu'il n'est pas exposé à l'air, à l'oxygène, parce qu'à ce moment-là, on a les bactéries acétiques qui, elles, nécessitent de l'air et nous transforment notre excellent vin en vinaigre. Voilà. Alors ça, l'expérience du vinificateur, la science œnologique ont résolu ces problèmes relativement facilement, d'abord par du bon sens, par des soins élémentaires, dès la fin du 19e siècle. Ensuite, la science œnologique, elle s'est développée intensément au début du 20e siècle, donc dans les 50 premières années. La science œnologique est née, parce que jusqu'à présent, elle n'existait pas. Le diplôme d'œnologie, d'ailleurs, est apparu après dans la fin des années 50. Hein. Avant, ça n'existait pas. C'était des chimistes ou des pharmaciens qui s'occupaient du vin, mais pas des œnologues. Hein. Le terme, d'ailleurs, n'existait même pas vraiment. Et donc, depuis, on a éliminé ces problèmes relativement basiques, élémentaires, effectivement. On a des problèmes un petit peu plus compliqués au niveau microbiologique à gérer, notamment des déviations olfactives, des déviations aromatiques, l'apparition d'arômes qui sont, de mon point de vue, des défauts parce qu'ils banalisent, ils vulgarisent, ils éliminent l'authenticité du produit. Ce pas des produits qui sont franchement très agressifs, qui sont toxiques, non, pas du tout, mais ce sont des arômes, si on les laissait se développer, en fait, quel que soit le cépage, quelle que soit l'appellation, quel que soit le pays, tous les vins sentiraient la même chose. Et ce défaut-là, c'est un défaut qui est lié à une levure de contamination qui s'appelle, de son petit nom, Brettanomyces, qui est une levure qui existe dans tous les environnements. À partir du moment où on fait une fermentation, eh bien, Brettanomyces est une levure qui est très courante. Hein. On la trouve dans la bière. Hein. C'est une levure qui est absolument fondamentale pour l'expression du caractère aromatique de certaines bières, comme les gueuses, les lambics. Ils ont un goût de Brett, hein. C'est comme ça qu'on appelle techniquement. Mais dans les vins, j'estime que ça ne doit pas sentir ni la gueuse ni l'alambic, et que le cabernet doit sentir le cabernet, le merlot, le pinot, le pinot. Et si Brett se développe facilement dans ces vins, pendant la fermentation ou surtout pendant l'élevage, voire pendant le vieillissement en bouteille, si le micro-organisme est présent dans la bouteille, et bien à la fin, tous ces vins vont sentir plutôt l'urine de cheval, le crottin, le cuir, qui sont certes des arômes intéressants quand ils ne sont pas perceptibles en tant que tels, quand ils sont dans la complexité de la palette aromatique des vins. À ce moment-là, ce type de caractère va donner des éléments de complexité intéressants, mais dès qu'il est dominant, il passe au-dessus du caractère variétal, au-dessus de l'expression du lieu, du terroir, et donc on a un défaut qui est très dommageable de mon point de vue à la typicité et donc à la qualité du vin. Alors ça, c'est quelque chose, un phénomène qui s'est... D'abord, j'ai contribué à l'identification. Quelle molécule était responsable de cet arôme de sueur de cheval en particulier, hein, donc c'est des molécules qui appartiennent à la famille des phénols volatiles, qui sont produits par le développement de micro-organismes particuliers que l'on a identifiés comme étant les Brettanomyces. Il y en a plusieurs, mais Brettanomyces intermedius en particulier, qui dégradent des substances qui sont présentes naturellement dans le raisin, dans tous
les raisins rouges. Et donc, on peut retrouver ces phénols et ces odeurs de Brett dans tous les vins rouges. Donc voilà, ça c'est une contribution que j'ai apportée à la science œnologique. Et puis, on a apporté une autre contribution, c'est-à-dire mais comment maîtriser le développement de ce germe, qui est un germe très commun, comme je le disais tout à l'heure, qui est présent dans toutes les caves. Il n'y a pas de fatalité à rencontrer Brett. Elle est là, elle fait partie de la microflore naturelle des caves, pas vraiment du raisin, mais des caves en tout cas, oui. Alors on a identifié les paramètres qui permettaient, dans le cours de la vinification, puis de l'élevage, puis de la mise en bouteille, d'éviter que ce micro-organisme soit dominant, que sa multiplication soit excessive et produise donc des concentrations en phénol qui deviennent perceptibles aromatiquement et qui dominent le caractère du vin. Le premier élément pour maîtriser Brett, c'est l'hygiène. Il faut être relativement propre, hein, mais il ne faut pas être non plus excessivement propre. Hein. La stérilité, c'est pas quelque chose que l'on doit, de mon point de vue, rechercher dans les vins. Et si on crée un vide écologique, il va automatiquement remplir la nature ayant horreur du vide par le germe le plus opportuniste possible. Et le plus opportuniste des germes microbiologiques en œnologie, c'est Brett. Donc il faut une certaine hygiène, mais pas tomber dans la volonté de la stérilité, ce serait contre-productif. Ensuite, le problème essentiel pour gérer Brett, en fait, c'est un équilibre de la composition du raisin pour assurer une bonne fermentation. Quand les fermentations se déroulent très très bien, que tous les sucres sont fermentés par Saccharomyces, la levure qui fait le vin, il reste plus grand chose à notre cher Brettanomyces à manger. Et bien, dans ces conditions, elle ne se développe pas. Et donc cette solution-là, elle se gère au niveau du vignoble. Hein. Ce n'est pas un problème qui se solutionne simplement dans la cave, mais il commence à se gérer au niveau de la viticulture. Donc il faut une viticulture qui permette à la vigne et au raisin d'avoir une composition équilibrée qui permettra sa fermentation de sucre totalement complète. Et à ce moment-là, il n'y aura plus ou beaucoup moins de carburant pour alimenter le développement de Brett. La troisième étape, ce sont des contrôles qu'on peut appliquer au vin avant de le mettre en bouteille, parce qu'une fois qu'on a mis le vin en bouteille et que l'on a bouché, on n'a plus d'intervention possible et imaginable. Donc si on ne veut pas filtrer stérilement, il faut savoir si on a ou pas des germes à l'intérieur de nos vins avant de les embouteiller. Ça, c'est le travail des laboratoires. Donc on a développé des techniques d'analyse microbiologique absolument spécifiques qu'on utilise dans le domaine biomédical pour identifier des germes bien particuliers. Et donc, si on a une population excessive, à ce moment-là, on va filtrer. Si on n'a pas de population excessive, on peut mettre le vin en bouteille comme ça et on sera tranquille pour son vieillissement au fil du temps. Et il gardera et il développera sa vraie typicité aromatique. Alors chez Selectio, il n'y a pas de petits vins, il n'y a pas de grands vins. Il y a des vins pour toutes les occasions. Et c'est ça le travail que nous réalisons pour identifier, sélectionner les vins de différentes régions, différents cépages, qui correspondent donc à ces différents moments de consommation. Je pense Pascal le dira autant que moi. C'est déjà un concept où on s'est rendu compte que le consommateur n'était pas assez guidé dans sa façon de choisir les vins. Donc Pascal, qui lui a une grosse expertise sur la partie vin, on s'est dit mais on va s'associer pour pouvoir proposer cette partie-là et puis contrôler de A à Z la partie production vin jusqu'à un gage de qualité que d'autres peut-être n'ont pas.